Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité politique du jour, c'est Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Le chauffage à 19 degrés max cet hiver, la fermeture de piscines, l'appel à la sobriété donc d'Emmanuel Macron, le nucléaire, la taxation des super profits, la réforme de l'assurance chômage, le boycott du Conseil de la refondation, la nouvelle dame de fer en Angleterre. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets. Et les querelles également à gauche face à l'omniprésence de la NUPS. C'est ce que dit un petit peu entre les lignes Bernard Cazeneuve. D'ailleurs, on aura Carole Delga tout à l'heure. Vous aurez peut-être un message à lui passer. Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons donc par ces questions de l'énergie. Sur cet appel d'Emmanuel Macron, comment vous le percevez, vous? C'est son rôle ou pas? Qu'ils disent qu'il va falloir faire attention parce qu'on va être confronté à des difficultés d'approvisionnement énergétique, pourquoi pas, mais ensuite dans les solutions qu'il propose, on a toujours l'impression que en fait c'est les Français qui n'ont pas trop d'autres choix, pas d'autres solutions qui vont être mis à contribution et qu'il n'y a pas de politique structurante pour changer complètement de modèle économique du point de vue de la transition écologique. C'est long ça quand même aussi à mettre en place. C'est long, mais on a déjà perdu beaucoup de temps. Ouais. Je rappelle par exemple, pour donner un chiffre, que la France est le seul pays en Europe qui n'a pas respecté ses objectifs de développement des énergies renouvelables. Je rappelle que si on veut être à la hauteur de nos objectifs climatiques, il faut rénover entre 700 000 et 800 logements par an pour des politiques d'efficacité énergétique. On en a rénové, selon les chiffres, à peu près 50 000 aux critères nécessaires l'année dernière. Donc vous voyez, on est très très loin de ce qu'il faut faire. Donc moi, je suis davantage favorable à des politiques structurantes plutôt que d'aller culpabiliser les consommatrices et les consommateurs. Vous avez l'impression qu'il culpabilise quand même et il fait la leçon un petit peu, c'est ça? Ça vous énerve ou pas? Oui, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait, c'est dans la droite ligne de ce qu'il nous avait dit sur l'abondance. C'est-à-dire que il faut qu'il entende que quand vous avez plus de 10 millions de personnes aujourd'hui qui sont dans des situations de précarité énergétique, donc qui n'arrivent pas à se chauffer au niveau où ça serait nécessaire, quand vous dites à ces gens-là, on va en terminer avec l'abondance, où il va falloir baisser le chauffage, aujourd'hui, ils ont déjà des difficultés à se chauffer. Donc, ce message, c'est un message qui peut pas être entendu. Mais en même temps, Manuel Bompard, il y a le maintien du bouclier tarifaire. Ça, c'est plutôt une bonne chose, non? Moi, tout ce qui permet d'alléger la facture pour les Français, c'est bien. Mais là aussi, je rappelle que le bouclier tarifaire, on l'a mis en place alors qu'on avait déjà le gaz qui avait augmenté de 70%, l'énergie de 30 ou 40%. Donc, on a gelé les prix à un certain tarif, heureusement. Mais c'est encore à des factures qui sont des factures extrêmement importantes. Oui. Nous, on a porté pendant la campagne présidentielle une proposition beaucoup plus ambitieuse qui était de bloquer les prix, mais les prix avant qu'ils aient augmenté de 70% pour le gaz, par exemple. Donc je crois qu'on peut faire bien mieux que ce que fait le président de la République aujourd'hui. Mais sur le long terme, Manuel Bompard, comment peut-on faire sans le nucléaire? On voit qu'en Allemagne, ils sont en train de faire du rétropédalage, ils vont laisser des centrales, ils sont coincés, ils relancent le charbon, même les particuliers eux-mêmes, c'est la catastrophe. On peut faire autrement si on a une planification de notre transition énergétique avec une trajectoire qui permet d'aller, c'est ce que nous défendons, vers le 100% d'énergie renouvelable. Oui, il y a un certain nombre de... Est-ce que ça peut marcher le 100% d'énergie renouvelable? Écoutez, même en Allemagne, on y revient. Quoi, non, mais attendez, on se dit ça ne peut pas marcher en permanence. Je suis en France ici. Bon, et je dis que si on veut arriver à 100% d'énergie renouvelable, est-ce que ça peut marcher? La réponse est oui, puisqu'il y a des scénarios scientifiques très précis qui démontrent que c'est possible de faire le 100% d'énergie renouvelable. Mais ça nécessite des investissements dans le développement des énergies renouvelables, ça nécessite des véritables politiques d'efficacité énergétique. J'ai parlé par exemple des rénovations thermiques et ça nécessite des politiques de sobriété. Mais c'est tout à fait possible quand vous allez faire. Non mais attendez, vous habitez dans un appartement ou dans une maison, même si vous isolez, de toute manière, vous n'allez pas réduire totalement, évidemment. Donc il faut quand même se chauffer, quoi. Mais bien évidemment qu'il faudra se chauffer. Mais les scénarios dont je vous parle prennent en compte le fait que bien évidemment on n'arrête pas de se chauffer, mais on évite de gaspiller. Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y a des passoires thermiques, que ça conduit à gaspiller beaucoup d'énergie, et en plus que c'est souvent les catégories les plus populaires qui vivent dans ces passoires thermiques et qui ont des factures de gaz et d'électricité qui explosent. Donc ça, pourquoi on le fait pas? Franchement, on a perdu 5 ans déjà sur le sujet. Comment vous avez pris la réponse sous forme de boutade de l'entraîneur du PSG là, quand il a été interrogé sur les déplacements en TGV plutôt qu'en train? On va étudier le char à voile. Écoutez, je trouve que c'est assez indécent en fait, parce que ça soit pas forcément évident de déplacer une équipe de football parce qu'il peut y avoir des contraintes de sécurité par une autre manière. Je veux bien entendre et je veux bien qu'on en discute. Mais rigoler comme ça sur le sujet quand on gagne des millions d'euros
par an et qu'en même temps on demande aux Françaises et aux Français de faire des efforts. Oui, et puis même sur le sujet quand même, pardon, mais depuis le char à voile, on a inventé quelque chose de pas mal, ça s'appelle le train. Oui, je sais pas s'il est au courant. Vous savez, après les matchs, c'est compliqué, il n'y a pas forcément de TGV. C'est pourquoi je dis, je veux bien qu'on regarde la situation en détail, mais répondre comme ça de manière ironique, en rigolant, alors que vous avez des Français qui ont dit, bon, il va pas falloir se chauffer à plus de 19 degrés. Franchement, il y a une forme d'indécence et de deux poids, deux mesures qui peut pas être compris par les Français. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, il a bien pris une 4x4 Jeep pour rentrer de la braderie de Lille. Je m'attendais à cette question. Jean-Luc Mélenchon, il a loué une voiture pour aller depuis la gare jusqu'à la braderie de Lille. Bon, il me semble que louer une voiture jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un problème. Il aurait pu louer une petite électrique, quoi. Oui, alors vous savez, après si vous voulez on rentre dans le détail de ce sujet, mais il a loué une voiture, d'habitude on loue d'ailleurs des voitures françaises, là c'était manifestement pas possible parce que l'agence de location n'en avait plus, si vous voulez rentrer dans l'ensemble des détails. Publier tous les documents, le contrat de location par exemple, non bon, si vous voulez, mais moi je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin d'entretenir une polémique qui n'a pas beaucoup de sens. Moi je prendrais ce sujet au sérieux quand les mêmes s'indigneront de l'utilisation de jets privés pour faire 3 destinations dans la même journée, ou quand on parlera du convoi présidentiel et de ces 20 voitures, vous voyez, si vous voulez qu'on parle de ces sujets. À un moment, faut être un peu sérieux, c'est pas la Jeep de Jean-Luc Mélenchon qui pose problème. La question qui est posée, c'est de savoir si oui ou non il n'y a pas une forme d'indécence dans le comportement d'un certain nombre d'ultra riches qui polluent dans toute impunité. Ça, on peut quand même poser cette question. Manuel Bompard, vous êtes co-rapporteur avec un député de la République En Marche d'une mission flash, c'est ça, sur la taxation des super profits. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit et ce mécanisme que vous pourriez mettre en place. D'abord, c'est la mission flash, c'est une mission à l'Assemblée nationale qui dure à peu près 1 mois et qui permet de faire le point sur ce sujet, d'avoir un état des lieux et de voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes législatifs pour mettre en place une taxation sur les super profits. Pourquoi il faut mettre une taxe sur les super profits? Parce que vous avez un certain nombre de grandes entreprises qui ont généré des profits qui sont des profits gigantesques en profitant en quelque sorte de la situation et de l'augmentation des prix, et il est normal que ces grandes entreprises elles participent à la solidarité nationale. Quand Total a généré plus de 18 milliards d'euros de profits au premier semestre de l'année 2022, dire qu'ils doivent participer un peu, ça me paraît pas scandaleux. Mais la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, elle dit qu'il faudrait une contribution, mais pas forcément une taxe. Mais elle appelle ça comme elle veut, si elle veut. Mais la question qui nous sépare aujourd'hui du gouvernement, c'est que le gouvernement, il dit bon, on va demander gentiment aux entreprises de faire des efforts, mais elles les font pas. Elles les font pas. Total a fait une petite ristourne, ça lui coûte 500 millions d'euros, pardon. 500 millions d'euros la ristourne de Total, 18,8 milliards d'euros le profit réalisé au premier semestre de l'année 2022. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans les mêmes proportions. Donc il faut une taxation. À peu près l'ensemble des pays en Europe sont en train de mettre en place ce type de taxe pour que ces super profits contribuent à la solidarité nationale. C'est une question de justice vous commencez fiscale. votre mission, mais vous avez déjà la conclusion. Non, moi personnellement, mon point de vue sur le sujet, il est très clair. Maintenant, il y a une mission, elle est transpartisane, et j'espère qu'elle permettra peut-être de convaincre et d'avoir un état des lieux qui est partagé. Et puisque manifestement, pour l'instant, le gouvernement s'y oppose, on a initié une pétition, et j'appelle les auditeurs à la signer sur taxesuperprofit.fr pour mettre la pression sur le gouvernement, pour le forcer à changer d'avis. Et Emmanuel Macron propose un mécanisme de contribution européenne. Là, vous avez entendu hier? Oui, j'ai entendu. Bon, d'abord, il propose un mécanisme qui est cantonné uniquement au secteur de l'énergie. Bon, après, c'est une bonne chose. On voit bien que il est sous la pression. Donc, vous approuvez Emmanuel Macron. Non, j'approuve pas, mais je vois qu'il est sous la pression et que donc il est obligé de bouger dans les paroles. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner en termes d'actes, parce que les propositions d'Emmanuel Macron à l'échelle européenne, si c'est pour que dans 2 ans, quand il n'y a plus de super profits, on les mette enfin à contribution, ça va arriver un peu tard. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus simple à mettre en place, c'est de mettre en place la taxe sur les super profits en France. On peut le faire d'ici la fin de l'année. L'Italie l'a fait, l'Espagne l'a fait, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Hollande, tous les pays sont en train de le faire, et la France et Emmanuel Macron, c'est le Gaulois réfractaire. C'est le seul qui veut pas mettre en place une mesure qui est mise en place à peu près partout en Europe. Oui, Emmanuel Bompard, la France Insoumise annonce une marche sur Paris à la fin du mois de septembre. Quand est-ce que ça aura lieu et pourquoi? Alors nous avons proposé avec les syndicats, les associations, les partis qui le souhaitent, d'organiser ensemble une initiative plutôt au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre, finalement. Plutôt au mois d'octobre, contre la vie chère, face à la hausse des prix, pour demander au gouvernement de changer de feuille de route sur le sujet, notamment d'augmenter les salaires. Il peut commencer en augmentant le SMIC. Le SMIC à 1500 €, c'est une proposition importante qu'on a portée à l'Assemblée nationale. Il y a une réunion la semaine prochaine entre les syndicats, les partis et les associations, avec l'objectif d'aboutir sur une date. Et j'espère qu'on aura, à partir de lundi prochain, parce que c'est lundi cette réunion, une date de manifestation nationale. Et on appellera toutes celles et ceux qui nous écoutent à participer de cette manifestation pour augmenter la pression sur le gouvernement. Début octobre, une manifestation avec les syndicats. C'est ce que nous souhaitons. Oui, est-ce que si d'autres partis politiques veulent y participer,
ils seront les bienvenus. Ah bah oui, mais déjà, vous savez, cette réunion, elle a été proposée par les différents partis politiques de la NUP. Ouais. Et je sais d'ores et déjà que le NPA, par exemple, a participé à ces réunions. Donc bien sûr, c'est pas réservé à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Dites-moi, on va parler de la réforme de l'assurance chômage aussi en ce milieu de semaine. Certains disent que les difficultés de recrutement des entreprises sont liées aux conditions d'indemnisation du chômage. De certains qui restent au chômage pour profiter des indemnités plutôt que d'aller travailler. Oui, bon, ça c'est le discours. Ça existe, non? Le discours classique. Bah après, moi, vous savez, à un moment, c'est pas juste certains disent. Il y a des chiffres. Ouais. Les chiffres, ils sont très simples. Si vous prenez plusieurs catégories, il y a à peu près 6 millions de chômeurs dans ce pays. Le nombre de postes d'emplois non pourvus équivalent temps plein, c'est à peu près 200 000. Voilà. Ça, non, 200 000 équivalents temps plein. Oui. Ça, c'est les chiffres qui ont été publiés. J'ai pas les chiffres sous les yeux. Écoutez, regardez vous vérifierez. C'est un rapport de Pôle emploi qui a été publié, je crois, au mois de février de cette année. Ah oui, mais ça a changé depuis février. Ah bon, depuis février, ça a changé. Oui, beaucoup. Non, ça n'a pas changé depuis le mois de février. Regardez toutes les entreprises. Bien sûr, il y a une tension beaucoup plus forte. Non, enfin, écoutez, en tout cas, si vous, pas de querelle de chiffres, mais si vous si vous comparez le nombre de postes d'emploi non pourvus et le nombre de chômeurs, vous voyez bien que ça n'a aucune proportion. C'est d'un rapport de 1 à 30 à peu près. Donc le sujet, il n'est pas celui-là. Le sujet, il n'est pas qu'on indemnise trop les chômeurs. Le sujet, si on veut s'attaquer au chômage, c'est pas de s'attaquer aux chômeurs, c'est de créer des emplois. Donc comment on fait en sorte d'avoir des politiques de création d'emplois? J'ai parlé de transition énergétique tout à l'heure. Par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, c'est très pourvoyeur d'emplois. La transition écologique, c'est très pourvoyeur d'emplois. Mais on fait pas les efforts qui sont nécessaires pour faire en sorte qu'on crée tous ces emplois. Et on ne trouve pas beaucoup d'entreprises quand on veut le faire. Ça, c'est un autre problème. C'est vrai, par ailleurs. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il y a un vrai sujet. On vous annonce un délai d'1 an. C'est vrai, parce qu'ils ne trouvent pas de personnel. Vous avez raison. Alors après, il y a un autre sujet qui est les emplois non pourvus. À mon avis, c'est pas le sujet, mais il y a un sujet de la formation. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui n'ont pas de boulot aujourd'hui correspondent aux formations qui sont nécessaires pour les entreprises qui cherchent des employés? Là, il y a un sujet sur lequel on peut effectivement travailler. Mais culpabiliser les chômeurs, en plus dans un moment qui est très difficile, vous croyez franchement qu'un chômeur aujourd'hui il s'en met plein les poches et qui vit très bien alors que les prix sont en train d'exploser? Franchement, c'est pas sérieux, c'est une forme d'indécence. Et moi, je suis très hostile à cette réforme. Manuel Bompard, il nous reste 2 questions. Selon notre baromètre politique IFA pour Sud Radio ce matin, pour la première fois, 34%, la France insoumise est le parti qui représente le mieux à l'opposition à Emmanuel Macron. C'est une rentrée réussie pour LFI et je pense que c'est le résultat d'un travail qui a été mené depuis notre élection à l'Assemblée nationale, où contrairement notamment au Rassemblement national, parce que on se cache pas. Oui. On est dans l'opposition, on l'assume clairement, et quand on est dans l'opposition, quand un texte ne nous convient pas, on vote contre. On fait pas comme le Rassemblement national, c'est-à-dire on part, ou bien on approuve à la fin le texte du gouvernement. On a déposé une motion de censure à l'Assemblée nationale, je rappelle que le Rassemblement national a refusé de la voter. Donc vous voyez, à un moment, l'opposition, il faut être cohérent avec les engagements qu'on a pris dans une campagne électorale. Et vous ne laissez que des miettes au PS, comme le dit en quelque sorte l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve? Je crois pas du tout. Par exemple, on parlait des super profits. Olivier Faure a fait une proposition de référendum d'initiative partagée sur les super profits. Nous l'approuvons. Donc, quand les initiatives vont dans le bon sens, quand elles viennent d'autres composantes de la NUP, bien évidemment, nous sommes d'accord avec. Ça, c'est toujours la même antienne d'expliquer que la NUP, ça fonctionne pas. La NUP, ça fonctionne très bien. Tout le monde fonctionne de manière coordonnée. Après, M. Cazeneuve, il est opposé à la nouvelle Union populaire écologique et sociale depuis le début. Donc, ça m'étonne pas et ça me surprend pas qu'il dise ça. D'un mot, comment vous voyez la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss? J'ai l'impression que c'est d'une dure de dure et qu'elle est confrontée à un mouvement social en Grande-Bretagne qui, j'espère, va faire des petits en France. Liz Truss, donc, qui va succéder à Boris Johnson aujourd'hui. Merci à vous d'avoir